Et puis, le fait que je fais des films, bah, ça me donne l'équilibre et c'est l'antidépresseur pour que je continue à avoir le sourire devant mes patients. Parce que moi, j'ai des collègues là qui ont arrêté de travailler, qui sont jeunes et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pu trouver l'équilibre. Et c'est important. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente une femme très spéciale. Elle s'appelle Bana Ejouazi, c'est bien ça? Bana Ejouazi. J'ai rencontré Bana tout à fait par hasard dans une galerie de peinture. Comme je suis curieuse de connaître des gens, nous avons parlé un peu. Elle m'a parlé de sa vie et j'ai découvert une femme qui est et en même temps scientifique et en même temps artistique. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que c'est quand même assez rare. C'est l'un ou l'autre. Alors, je vais vous la présenter. Bana, ravie que tu aies accepté cette invitation. Merci beaucoup Dani, merci de m'inviter. Et je trouve ça magnifique ce que tu fais actuellement avec toutes ces belles entrevues. Et merci de m'avoir demandé de faire l'entrevue avec toi. Donc, je vais me présenter. Mon nom est Bana Ejouazi. Je suis une femme d'origine iranienne installée au Canada depuis très très longtemps. Je suis médecin de famille, je suis maman de 2 enfants et je suis aussi réalisatrice de documentaires pour la télévision. Et je suis aussi professeure à l'université de McGill pour le programme de médecine familiale. Je pense que alors, comme je vous l'avais dit, tout un programme. Hein? Alors, comment tout ça a commencé, Bana? Tu es née en Iran. Hein? Je suis née en Iran. Tout a commencé vraiment, je dirais, dans mon pays où très jeune, mes parents m'ont mis dans une école arménienne, une école artistique en fait, où déjà il y avait ce mélange de art et sciences, une très bonne école au niveau éducation, mais qui était très très forte. Donc on a une grande communauté arménienne en Iran, moins maintenant à cause de ce qui se passe en Iran malheureusement, mais moi je suis née au bord de la mer Caspienne. Donc les Arméniens qui s'étaient échappés de la main de l'URSS, s'étaient beaucoup, entre autres, installés dans cette région. Et donc cette très belle école arménienne offrait en plus des études tout un programme d'art. Donc je dansais, je chantais, je jouais au piano et tous les vendredis, je présentais une émission à la télévision pour les enfants. Donc c'était beaucoup pour une petite fille. J'ai commencé tout ça à l'âge de 4 ans. Je faisais des publicités pour la télé, donc j'étais là-dedans. Et puis bon, quelques années plus tard, la révolution est arrivée et toute cette belle vie, vraiment, j'en parle encore. J'ai jamais vu une école comme ça depuis que pourtant j'ai fait le tour du monde. C'était une école très particulière et bon, malheureusement, j'ai dû quitter la mer Caspienne. Pour la France. Pour la France. Oui. Alors, donc, tu es arrivée à Paris pour fuir évidemment cette révolution qui arrivait en Iran. Oui. Et ton papa était pharmacien. Oui, mes deux parents. Tes 2 parents. Et là, tu as commencé, donc, c'est là où tu t'es dirigée un peu vers les sciences, non? C'est à ce moment-là? Oui. Il faut dire, juste entre parenthèses, qu'au départ, la destination était l'Amérique du Nord. Pas le Canada, mais c'était les États-Unis. Mais bon, c'était le temps des otages américains en Iran. Donc, on est resté à Paris, mais ce n'était pas la destination finale au départ. Mais je suis restée presque 7 ans en France. C'est un très beau pays. Je suis très heureuse de dire aujourd'hui que je suis francophone. La culture francophone est magnifique. Et donc, on est resté là. Et le côté artistique, par contre, Dani, je te dirais que comme on était immigrants, on venait d'arriver, et surtout ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est le piano, parce que j'avais un grand piano chez moi. Tout ça a été laissé quand même de côté pendant quelques années. Parce que là, il fallait qu'on étudie. J'étais fille d'immigrants, Puis bon, j'étais très bonne, hein. J'étais très bonne à l'école, et tout de suite, puis on a changé plusieurs fois de place en France. Je redevenais vite la première de classe, ce qui n'était pas toujours bien vu
Non, hein? Pas toujours. Ok. Pas toujours. Donc, Parce que je venais tu d'arriver. venais d'arriver. Bon, En plus, tu étudiais en français. j'ai étudié en français que je connaissais Mais pas, mais oui. je l'ai appris en quelques Tu l'as appris en mois. quelques mois. Troisième année en France, il y avait un concours de poésie. J'ai gagné un prix et les gens disaient mais comment ça se fait? Ça fait juste 3 ans que tu parles français puis tu gagnes un prix de. Ben, j'étais douée pour les langues. Il faut dire aussi que j'ai beaucoup aimé la langue française. Oui. Et J'étais très attirée par la tu parles littérature. très bien d'ailleurs. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu as quel âge? Tu étudies donc les sciences? Oui. Tu as Et quel donc âge? là, jusqu'à 15 ans, c'est 15 comme ans. ça. Et là, mes parents voient que la France, c'est pas pour eux. On a des amis qui viennent nous visiter du Québec, qu'on connaissait pas du tout. On nous dit, mais vous êtes francophone, mais venez Montréal, c'est magnifique, etc. Et puis bon, ce rêve de l'Amérique du Nord était toujours dans la tête de mes parents. Mais là, cette fois-ci, c'était pour le Canada, le Québec. Et puis, ils se sont dit, pourquoi pas? Mais moi, j'étais malheureuse parce que je venais de m'intégrer. Hein. Il y a une première déchirure avec ma grand-mère, avec tout le monde, avec la famille, la mer, là où je nageais tous les jours. Donc, c'était... Et là, je commence à m'habituer en France. Retourne. Allez hop, on retourne. Hop, on s'en va. Oui, puis c'était pas facile au départ. Je suis arrivée ici en secondaire 5, il faisait très froid à l'époque, plus froid. C'est tellement drôle parce que toutes les personnes que j'interviewe et qui ont immigré au Québec et qui après sont tellement bien, mais là, c'est toujours la seule chose. Mais il faisait tellement froid. Ouais, vraiment. Ouais. Ça m'a. Ouais, ça, c'est dur. Et moi, j'ai toujours vécu dans des endroits tempérés, chauds, donc j'avais jamais vu comme telle la neige. Mais on s'y fait. Oui, mais maintenant, aujourd'hui, je suis montréalaise. Je vis ici, je suis canadienne. J'ai fait mes études en médecine ici, je suis professeure à l'université. Non, j'adore Montréal, c'est ma ville. C'est ta ville. Ouais. Alors donc tu étudies et très jeune, tu as ouvert ton cabinet. Hein, oui, moi j'avais 26 ans quand j'ai fini mes études. Donc, Et pourquoi tu as ouvert, tu aurais pu aller travailler à l'hôpital, tu aurais pu travailler... Je travaillais aussi à l'hôpital, je faisais les deux en fait. Et j'ai jamais lâché l'hôpital, hein, parce que je voulais toujours être professeur, je voulais toujours enseigner. À l'hôpital, c'était, oui, je faisais des gardes, etc. Mais surtout, en fait, dès que j'ai commencé à pratiquer la médecine, je me suis retrouvée professeure de l'autre côté. Ce qui n'a pas été évident parce que j'avais des étudiants qui étaient bien plus âgés que moi. Alors il fallait qu'ils m'écoutent là, la petite de 26 ans. Mais j'aurais pas été médecin, j'aurais été prof. Ah, t'aurais été prof. Alors je suis contente que j'ai pu garder les deux. Alors tu as ouvert ta clinique, tu as décidé d'ouvrir ta aussi d'ouvrir ma clinique. Et aujourd'hui encore, je suis à l'hôpital et j'ai mon bureau. Et ta clinique, elle est où? Boulevard Saint-Laurent. Pas très loin de Duluth. Et qui s'appelle? Clinique Avicenne. Attention, il y en a deux. Moi, j'étais la première qui l'a appelé. Alors, ce sera écrit en bas de la page de YouTube, si toutefois, je pense qu'elle n'a pas besoin de clients, mais quand même, on ne sait jamais. C'est une très, très bonne docteure, très humaine. Alors, et après, tu me disais que tu es sur Saint-Laurent, tu as cette clinique, et pas très loin, il y a des cours de cinéma. Et donc, c'était toujours mon rêve, parce qu'adolescente en France, en fait, j'avais toujours hésité entre les arts et sciences, et puis bon, parce que c'est ça, je gagnais des prix en littérature, je participais à des concours, j'étais très encouragée par mes professeurs, et puis j'étais très bonne en sciences. Et j'aimais les deux, alors c'est un problème. Donc au départ, j'ai choisi les sciences, et on avait une belle discussion avec mon père qui me disait, écoute, après tes études en médecine, si les arts t'intéressent toujours, bah, tu pourras continuer. Et puis donc, à l'époque, il y avait sur le boulevard Saint-Laurent l'école de cinéma qui s'appelait The Main, qui existe encore, mais qui a déménagé. Mais à l'époque, c'était de l'autre côté de la rue. Ça commençait les cours en général à 19h. Donc, moi, à 18h, je fermais la boutique, et je mangeais un petit truc, et j'allais faire mes cours. Ça a duré 2 ans. Oui, et alors, suite à ces cours, tu as décidé de faire des documentaires. Oui, j'avais des histoires dans ma tête, mais il y a l'art d'écrire, il y a l'art de réaliser. Et c'est sûr, j'étais très timide parce qu'il y a des gens qui font des bacs, maîtrise, doctorat en cinéma. Moi, je faisais des cours du soir. Mais bon, j'avais ce côté très créatif. Et donc, en approchant des réalisateurs, des producteurs,
Là, ça les intéressait beaucoup parce que les sujets que je proposais n'avaient jamais été faits. Dont le premier, par exemple, qui était un court-métrage sur comment on est traité par la douane américaine au Canada quand on est né dans un autre pays. Et c'est pour ça que ça s'appelle Born in Iran, parce que c'est ça qui est marqué dans mon passeport. Alors, ils s'en foutent, eux, que je suis canadienne. Ils vont aller regarder où je suis née. Et donc, dans le temps de Bush, moi, après le 11 septembre 2000, 2001, pardon, donc ça a été... Vous ne pouviez pas avoir de visa? Ben non, moi j'étais canadienne, je pouvais, sauf qu'on m'interrogeait 2 heures en arrière. Ah oui. Donc je manquais mes avions, oui, je comprends. On me posait des questions. On vous compliquait la vie. On me compliquait la vie. Et pendant 3 ans, ça a été ça. Oui. Est-ce que c'est mieux maintenant? Maintenant, c'est du cas par cas. On a toujours, comme mon mari, il y a 1 an, il s'est fait arrêter, il est allé 1 heure en arrière, moi j'étais avec mes enfants. Et c'était, est-ce que tu as fait l'armée en Iran? Est-ce que tu étais impliqué politiquement? Mon mari dit, mais j'ai quitté, j'avais 19 ans. Alors il y a toujours... encore, oui, le passeport canadien, c'est le pays d'origine. C'est où on est né. Voilà, c'est où on est né et ça reste avec nous. Donc tu as alors fait ce documentaire, et après qu'est-ce que tu as fait? Alors par la suite, j'en ai fait un pour Radio-Canada, ça a été très dur, ça m'a pris 2 ans et demi. C'est sur le suicide et la dépression chez les médecins, qui est presque 3 fois plus que la population. Donc un sujet très tabou, où ça m'a pris 1 an pour trouver les médecins qui ont dit d'accord, on ne va pas cacher le visage, on ne va pas changer la voix, parce qu'ils ne voulaient pas. J'ai dit non, écoutez, si on veut casser le tabou, il faut se montrer. Bien sûr. Mais après, il fallait trouver une télé. Donc au début, les gens me disaient, ouais, vraiment, vous vous suicidez plus que nous, mais pourquoi? Donc il a fallu que Et finalement, c'est Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui l'a. Ça s'appelle Les médecins pleurent aussi. Les médecins pleurent aussi, oui. Et donc, c'est sur la santé mentale des médecins. Et tu disais que c'est plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes, pas parce qu'on est le sexe faible, parce qu'il y a encore de la discrimination dans le milieu médical, à tous les niveaux. Puis les femmes, on est aussi... on doit faire le travail invisible. Le travail invisible, c'est le travail qu'on fait à la maison. Qu'on doit s'occuper de notre famille. Ça tourne, quoi. Puis les parents qui sont aussi âgés, puis je connais des femmes qui s'occupent de leurs beaux-parents. Parce que là, le mari, il ne sait pas comment s'en occuper. Alors moi, j'ai des femmes qui sont incroyables, qui disent, bah, moi, je m'occupe de ma belle-mère, elle a le cancer, c'est moi qui l'emmène en chignon. C'est pas le fiston, là, qui... Non, mais les garçons, c'est... On va pas faire mais c'est vrai, les garçons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces mêmes... on ne fonctionne pas pareil. Non, mais maternel, là, il y a l'oestrogène qui est toujours là pour... C'est pas la même. Voilà, pas donc, tout le monde. Hein, non, moi j'ai mon mari qui il y a aussi des hommes extraordinaires qui sont... Absolument. Et des femmes aussi qui sont beaucoup plus froides, hein, je veux dire. Il y a de tout. Je suis d'accord, il ne faut pas généraliser. On ne peut pas faire de... Mais bon, oui. Alors donc, tu as fait ça, tu es passé à TV5. Non, ça c'était le deuxième. Le premier, c'était Radio-Canada. À RDI, plus précisément. Et avec ce documentaire, j'ai eu le bonheur, parce que l'Association médicale canadienne l'a adoré. Et j'ai fait des conférences à travers le Canada pendant plus de 2 ans, dans les 2 langues. Et c'était le bonheur pour moi parce que je découvrais aussi le Canada. Oui. Je suis allée dans plein d'endroits que j'aurais jamais été. J'ai fait vraiment le tour du Canada et dans les 2 langues parce que je suis trilingue. Je parle le farsi, le français et l'anglais. Donc j'ai été capable de donner les conférences autant pour les médecins anglophones que francophone, donc c'est comme en Nouveau-Brunswick, j'ai donné les 2 langues parce que c'est une province bilingue. Et j'ai rencontré plus de 4000 médecins, ça a été de très très belles rencontres et on a fait beaucoup de prévention au niveau du suicide. On a vraiment exposé les problèmes, le pourquoi, mais pas juste ça, on a aussi donné les outils. Et en fait, cette tournée a arrêté malheureusement à cause de la Covid. Ah oui, voilà. Ça a arrêté en 2010. Et alors, donc tu as fait Born in Iran sur les médecins et tu as fait aussi quelque chose de très important pour les autistes. Pour les autistes, oui. Ça, c'est fort. Alors moi, j'ai une question. Oui. Parce que c'est vrai que, il me semble, dans ma génération, on parlait beaucoup moins d'autisme et on en parle beaucoup. Oui. Alors, que tu dirais ça? Pourquoi on en parle plus maintenant? Est-ce qu'il y en a plus? Alors, étant donné que je suis médecin de famille et que je ne suis pas en recherche, mais je peux me permettre de donner quelques commentaires avec ce que j'ai vu, ce que j'observe et ce que je lis au niveau médical. J'ai quand même eu le bonheur, parce que chaque documentaire d'Annie, il faut dire, hein, les gens voient ça 1h30 à la télé, c'est entre 2 à 3 ans de travail, de recherche, de trouver une télé,
de retrouver les ressources des mois et des mois de tournage. Donc, presque 2 ans, j'ai suivi 4 autistes adolescents dans une école secondaire publique où ils avaient des classes TSA, troubles du spectre de l'autisme. Donc, on les a suivis. Donc, une fille avec 3 garçons, et c'est ce qui est la prévalence. Donc, il y a des facteurs génétiques. Hein. On va arrêter de dire une chose que je peux vous dire là, parce qu'on va arrêter c'est pas à cause des vaccins. Okay, on va arrêter de ne pas vacciner, parce que pourquoi? C'est 3 garçons pour une fille. Autant de garçons, de filles se font vacciner, et la prévalence reste quand même 3 garçons pour une fille. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et le pourquoi, je vous dirais que c'est à cause des changements génétiques. Okay? Aujourd'hui aussi, on va dire, mais il y a de plus en plus de tels cancers, il y a plus de tels cancers. C'est parce qu'à cause de la pollution, de tout ce qui se passe dans l'environnement, ça vient vraiment créer des choses défectueuses au niveau de nos gènes. Et on sait aujourd'hui qu'il y a le gène de l'autisme. Maintenant, il y a des tests génétiques pour l'autisme qui ne sont pas malheureusement offerts à tout le monde, mais par contre qui sont offerts aux familles qui ont 1 ou plusieurs enfants autistes. Puis d'ailleurs, on le voit, moi je connais une femme médecin, elle a 3 enfants, et les 3 sont autistes. Voilà. Alors maintenant, il y a des tests, ils ne sont pas encore tout à fait 100% mis au point. Ils sont en train de beaucoup travailler sur ça. Et alors, on peut savoir dans cette recherche très vite si un enfant va être autiste. Pendant la grossesse, oui. Pendant la grossesse. Oui. Pendant la grossesse. Oui, pendant la grossesse. Donc ça dépend. Donc ça va laisser un choix à la maman. Un choix à la maman, oui. Voilà. Mais un peu comme la trisomie 21, etc. Oui. Je pense qu'à un moment donné, on va être rendu là où on va être capable de... Mais Ouais. encore là, c'est le choix des parents. Parce que je vais vous dire, avec même la trisomie 21, il y a encore des parents qui préfèrent avoir leurs enfants. Oui, et c'est pour ça que mon documentaire pour l'autisme, je l'ai appelé « La belle différence ». Parce que c'est des enfants magnifiques qui sont là, qui sont intelligents, leur degré d'intelligence peut aller de bas en haut, comme tous les enfants d'ailleurs, mais qui sont différents de nous, qui ont une sensibilité. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde, il y a une hypersensibilité très intelligente, à certaines choses. Absolument. Écoutez, on a des médecins autistes. Hein. Ah oui? Ben oui. Ah oui. Oh là là. Oui, c'est des gens souvent qui vont être très intelligents, mais qui n'ont pas ce côté social développé. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Alors, moi j'ai des collègues comme ça, et puis il n'y a pas de eye contact, et puis ils sont très gentils, mais ils sont dans leur monde, ils vont être différents de nous, ils vont avoir d'autres... c'est à un moment donné, tu vas dire, elle est différente cette personne, elle n'est pas... Donc, ça, une possibilité, ça peut oui, parce qu'il y a toutes sortes d'autismes, il y a des plus il y a une myriade. Oui, il y a une myriade, ça peut être, le gène peut être légèrement affecté, et le gène peut être très sévèrement affecté. Alors, c'est quand tu es très sévèrement que là on a besoin d'aide et de tout ça. Ah oui, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre seuls, et j'avoue qu'au Québec, ils ont beaucoup de travail à faire. Oui, oui. Et après ton 4e, alors qui est aussi super intéressant. Qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, que j'ai filmé pendant la Covid, une période où la moitié du tournage, on n'était pas vaccinés. On a dû vraiment faire très attention. Alors moi, je n'ai pas chômé pendant la Covid. Je travaillais à temps plein en tant que médecin. Et le soir, quand les gens n'avaient pas le droit de sortir après 8 heures, nous, on était en tournage et Montréal était vide. Il n'y avait pas de trafic. Donc, on a fait Ado et Anxieux, qui actuellement, d'ailleurs, c'est sorti avec Moi et compagnie, mais qu'on peut retrouver sur TVA dans le site. Moi et compagnie et TVA. Ça s'appelle Ado et Anxieux, une série documentaire de 6 épisodes avec Patrick Labbé. Qui est très connu. Oui, mon grand copain du secondaire. Et donc, moi, j'ai le chapeau du médecin. Lui, il a le chapeau du chef d'orchestre de théâtre. On essaie de montrer comment le théâtre, le jeu peut aider l'anxiété, surtout l'anxiété sociale. Et dans des cas légers à modérés, carrément remplacer. En fait, on a choisi le théâtre, mais on veut vraiment montrer que l'art, donc ça revient encore à mon idée de art et science, l'art peut être thérapeutique pour beaucoup de choses. Bien sûr. Entre autres la santé mentale. Comme la musique, comme plein de choses. La peinture, le chant. Et donc, où tu en rendu dans ta vie, comme tu dis, tu veux pas, il n'y a pas de choix à faire, ou la science, ou l'art. Parce que tout est connecté, c'est ça? Ah, moi, il n'y a pas de choix, je continue comme ça jusqu'à la fin. Tant que j'ai de l'énergie, tu vas continuer. Parce que la médecine m'inspire et me donne les sujets. Je vais souvent chercher des sujets tabous.
Là, j'ai 2 sujets, malheureusement, je ne peux pas en parler parce que les producteurs me disent tu peux pas, mais j'ai 2 sujets encore très tabous dont on est en phase de développement, hein, parce que c'est long, il faut trouver les gens, il faut les convaincre de venir passer comme ça devant la caméra parce qu'ils ne veulent pas, parce que c'est tabou, etc. Et puis, le fait que je fais des films, bah, ça me donne l'équilibre et c'est l'antidépresseur pour que je continue à avoir le sourire devant mes patients. Parce que moi, j'ai des collègues là qui ont arrêté de travailler, qui sont jeunes et malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pu trouver l'équilibre. Et c'est important. C'est tellement important, Dani. Tu sais mieux que moi. Je peux te dire qu'à mon âge, il y a 1000 façons de trouver l'équilibre, mais c'est ça. Il faut toujours une balance. C'est une balance. Voilà. Alors, c'est très enrichissant tout ce que nous a dit Bana aujourd'hui, et elle ne va pas échapper à ma question. Bana, si tu devais laisser un message aux gens qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi? Alors, je ne vais pas être très originale parce que j'ai tendance à être très créative, mais je vais dire quelque chose que j'ai beaucoup entendu de d'autres, mais que j'aimerais continuer à le dire, c'est de ne pas de poursuivre ses rêves. Quels que soient les rêves, ça peut être les rêves les plus fous. Moi, quand j'étais adolescente, je disais que je voulais être réalisatrice de films et être médecin. Et les gens riaient, hein, parce que c'était pas trop... C'était pas compatible. Mais aujourd'hui, j'ai 3 cartes de métier. J'ai la carte de médecin, j'ai la carte de réalisatrice du Québec et de scénariste du Québec. Et je les ai dans mon portefeuille et je les regarde une fois de temps en temps et je me pince en me disant... Bon, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Voilà, donc demain, si je ne le fais plus pour X raisons, je vais être quand même très heureuse parce que je vais me dire, j'ai quand même pu faire des choses, j'ai quand même pu contribuer. Parce que pour moi, faire des documentaires ou s'occuper de la santé des gens, c'est de laisser des traces comme ça dans la vie des autres. J'espère. C'est aider les autres. Alors voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette magnifique interview avec cette femme qui est tellement passionnante. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire, de mettre des petits likes, et je le redis, car c'est grâce à vous que je peux continuer à partager la vie de gens qui nous inspirent et qui peuvent nous aider. Ciao, merci. Merci, et tu es aussi très inspirante avec ce que tu es en train de faire actuellement, et j'adore ton site, vraiment, je vous encourage, c'est un exemple de vie, bravo. Merci, merci, merci. Bon, ça s'est bien passé, tu vois? Ah, ben je suis...